Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler programmation en long, en large. Et je vais vous dire quel est l'élément le plus important à maîtriser pour designer le meilleur programme, que ce soit pour vous ou alors pour vos clients si vous êtes un professionnel du sport et de la santé. On va parler également de la différence qu'il y a entre les asymétries musculaires et les asymétries articulaires. Un sujet qui est très peu abordé et très peu compris selon moi. Ensuite on va parler de circuit training. Je vais vous expliquer pourquoi les circuits training malheureusement ne vont pas vous amener les résultats souhaités en termes de performance et en termes de résultats esthétiques. Et je vais faire des prédictions sur l'Aerox. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont pas être contents. Donc écoutez bien jusqu'à la fin pour entendre mon point de vue là-dessus. Avant toute chose, on doit commencer par les annonces de la semaine. Ma nouvelle formation Master Hanche est sortie. Vous êtes déjà quelques participants, quelques professionnels du sport et de la santé à avoir acquis cette formation. Je me réjouis de partager davantage avec vous. Croyez-moi, c'est un vrai game changer. C'est la formation que j'aurais voulu avoir pour aider mes clients et mes athlètes. Et je vais vous dire un truc, j'ai commencé par cette formation Master Hanche parce que c'est cette articulation qui m'offre le plus de résultats, qui m'offre le meilleur retour sur investissement avec tout type de population que j'entraîne. Que ce soit les athlètes de haut niveau ou alors la population générale, j'utilise ça tout le temps. Et les clients adorent, les athlètes adorent, ils voient leur performance grimper, des douleurs qui diminuent. Bref, on ramène vraiment le tout au next level. Donc croyez-moi, comme ça l'est pour moi, c'est un bon retour sur investissement. Ça va être un bon retour sur investissement. Procurez-vous Master Hanche dès maintenant si vous êtes un professionnel du sport et de la santé qui veut ramener simplement sa carrière au next level. Il y a une offre ce mois-ci de moins 200 francs et vous pouvez profiter également d'un package en plus avec le programme Hanche Bulletproof. Donc vous aurez le programme Hanche Bulletproof et la formation Master. À vous de décider si vous voulez un en isolation, la formation et le programme en plus. Et pour tous les enthousiastes du sport et de fitness, les athlètes, pro, semi-pro, amateurs, vous voulez prendre soin de votre hanche et vu qu'on est dans le mois de la hanche, eh bien on a également moins 50% sur mon programme Hanche Bulletproof. L'offre est limitée, les liens sont dans la description, allez checker tout ça. Avant de parler des sujets du jour, on va parler des news de la semaine. Il y a plusieurs news qu'on a abordées, je voulais déjà les aborder les semaines dernières, mais j'étais occupé, on a eu des podcasts avec des sujets différents. La première news que j'ai abordée, c'est le sujet de Serena Williams. On va commencer directement dans le monde du tennis. Serena Williams a récemment fait une pub pour promouvoir le peptide GLP-1. Donc ce fameux peptide qui a été utilisé pour perdre du poids. À travers les Ozempic, les Wegovy, si vous écoutez le K-Swiss Show podcast, j'aborde ça depuis plus d'un an. Et voilà, c'est les médicaments qui sont à la mode pour perdre du poids. Malheureusement, il y a eu beaucoup de backlash ces derniers temps avec des effets secondaires, des gens qui portent plainte contre ces sociétés-là, mais elles continuent à faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui ont énormément d'influence, qui viennent justement promouvoir ces produits-là. Et donc, ce peptide a été mis en avant à travers une grosse campagne centrée sur Serena Williams qui se met en avant après un moment où elle s'est cachée, où elle a eu son enfant et du coup elle avait pris plus de poids. On connaît Serena Williams qui est quand même costaud, qui a un gabarit imposant et donc il revient avec un physique complètement différent. Et là, c'est grosse campagne publicitaire, TV shows, les plateaux TV où là elle explique que effectivement c'est grâce au GLP-1 qu'elle a perdu de l'argent. Donc vous imaginez bien que ça a fait fureur aux États-Unis, tout le monde en parle. Et là, il y a un backlash qui fait surface parce que quand on cherche un peu plus loin, eh bien, on se rend compte que il y a des choses qu'elle a fait, des choses qui ont été dites qui ne sont pas moralement correctes. Alors lorsqu'on analyse un peu la situation, eh bien on se rend compte qu'en fait son mari fait partie du board, fait partie de l'administration, si on veut, de cette société qu'elle met en avant. Jusque là, tu te dis bon, ça va, elle a le droit au final, elle est payée par la société, son mari, il fait partie du truc, donc elle est payée, puis son mari va faire beaucoup d'argent grâce à son image. Mais ce qui n'a pas été correct, selon moi, ce que j'ai trouvé indécent de la part de cet athlète de haut niveau, c'est d'aller sur les plateaux TV et dire j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les diètes du monde et je ne perdais pas de poids. Faire des diètes, ça marche pas. Faire de l'exercice, ça ne marche pas, ça fait pas perdre du poids. J'ai tout essayé, il y a que le peptide GLP-1 qui m'a aidé à perdre du poids. Et ça, j'ai trouvé que c'était indécent, c'était immoral. Et c'est pas correct vis-à-vis de toutes les personnes qui peuvent justement réussir à perdre. On le sait, si tu fais une diète, tu manges moins de calories, tu consommes moins que ce que tu consommes moins qu'auparavant, donc forcément tu vas perdre du poids. Et voilà, tu peux pas aller à l'encontre de ça. Ce sont des règles physiques.
sur lesquels on ne peut pas débattre, finalement. Et venant d'une athlète du plus haut niveau qui dit ça, sachant que c'est comme ça qu'elle a été en forme toute sa carrière, j'ai trouvé que c'était un peu indécent selon moi. Voilà, limite. Donc il y a un petit backlash derrière tout ça où les gens trouvent que voilà, c'est pas moral. À vous de juger. Moi, je pense que ce petit GLP-1, il va faire fureur. Parce que malheureusement, c'est comme ça fait partie de la psychologie de l'être humain. Si on peut choisir entre une pilule à prendre rapidement ou alors faire des heures, des centaines d'heures d'exercice, la plupart des gens vont prendre la pilule, même si ça peut venir avec des effets secondaires graves. Ça fait partie de la psychologie de l'être humain. On peut pas s'énerver contre la psychologie de l'être humain, malheureusement. Donc ça fait partie du jeu. On verra ce qu'il en adviendra. En tout cas, pour moi, Serena Williams, elle a perdu des points sur cette campagne-là publicitaire. Bref, on l'aura compris. J'aime pas les gens qui sont pas intègres. Sinon, pour continuer sur le tennis, on a eu l'US Open. Gaël Monfils, mon gars Gaël Monfils, qui a été sorti, voilà, il était blessé avant de commencer le match, mais quand même il a tenu tête, le gars en face c'était chaud, 5-7, il a perdu, voilà, ça fait partie du game. Et on a également nous sur Wawrinka qui a demandé une wildcard, c'est, pour ceux qui sont pas familiers avec le monde du tennis, c'est en gros, t'es pas qualifié, t'es pas censé être qualifié pour cet Open là, mais tu demandes à la fédération de te laisser jouer quand même parce que voilà, tu peux, hein, normalement tu peux. Quand t'es Wawrinka, t'as déjà gagné l'US Open en plus, vas-y tu testes. Il y a Venus Williams justement qui a joué à l'US Open, qui a eu une wildcard et malheureusement la carte de Wawrinka a été reniée. Et donc il y a un petit débat là-dessus, est-ce que c'est correct, c'est pas correct pour un ancien champion? J'ai l'impression que dans le monde du tennis, pour être honnête avec vous, on respecte pas trop les champions. J'ai vu ça déjà à Roland Garros, j'en ai parlé dans le podcast avec Joe Wilfried Tsonga. Bien qu'il n'ait pas gagné, Roland Garros, mais quand même, il a fait les beaux jours de Roland Garros pour le public français. Et voilà, dans les gradins, les gars, enfin, ils n'étaient pas trop respectés à mon humble avis. On en a parlé dans le podcast. Je vous invite à aller checker tout ça. Sinon, pour continuer sur les news concernant le sport, il y a une photo qui m'a fait trop rire, une photo récemment qui est sortie d'un combattant de MMA qui s'appelle un combattant néerlandais qui s'appelle Melvin Manhoef. Je sais jamais vraiment prononcer son nom de famille. Quoi qu'il en soit, un combattant vraiment costaud qui s'est fait braquer. Il y a des cambrioleurs qui sont venus, qui se sont arrêtés à côté de sa voiture, qui ont essayé de voler sa voiture. Manque de peau, ils sont tombés sur le mauvais client. Et là, il y a une photo qui est extraordinaire où t'as les trois gars qui sont par terre et t'as Melvin qui sûrement les a maîtrisés, les a tabassés, je sais pas, qui attend la police et il rigole et c'est tellement drôle. Franchement, ça se voit, c'était une équipe de bras cassés, hein, une équipe de bras cassés. Ils se sont dit, bon, allez, on va voler une voiture. Ils ont regardé Ma Cité va craquer, mais en néerlandais. Et ils se sont dit, vas-y, on va faire la même chose. Manque de peau. Ils sont tombés sur un combattant de MMA expérimenté. Et bref, les gars, ils se retrouvent par terre en disant, désolé, non, en fait, on voulait pas. Non, franchement, ça, c'est des belles histoires. Si j'étais lui, je raconterais ça à toutes les futures générations. Quoi qu'il en soit, dernière news de la semaine, on a un transfert. C'était la fin du mercato hier de foot et on a un transfert de mon gars Brel Mbolo. Vous savez, c'est mon athlète, c'est mon gars, c'est la famille qui était à Monaco et là il a été transféré à Rennes. Ça se passait dans de belles conditions. Voilà, moi j'ai les coulisses, j'ai hâte de voir un peu comment le tout va évoluer. Donc la Bretagne, attendez-vous à me voir là-bas parce qu'à ce qui paraît, bon ça vient de chez vous les crêpes. J'ai envie de manger des vraies crêpes bretonnes. Donc Rennes, les amis, j'arrive bientôt. S'il y a des auditeurs qui sont de Rennes, on va peut-être se rencontrer là-bas autour d'une petite crêpe. Commençons directement par les sujets du jour, les amis, vu que vous êtes là pour ça. On va parler programmation. Et on va parler de l'élément le plus important d'une programmation. La première question qui vient en tête, c'est qu'est-ce qu'une programmation? Comment on définit une programmation? Une programmation, c'est simplement un plan d'entraînement qui est designé de manière subtile pour nous amener du point A au point B. Peu importe votre objectif. Votre point B, si c'est le côté esthétique, prendre des fesses, prendre des pecs, prendre du dos, si c'est la performance, sauter plus haut, 10 cm plus haut, courir plus vite, améliorer votre temps aux 100 mètres, peu importe ce que c'est le point B. Et il faut l'art vraiment de notre métier du coaching, eh bien c'est ça, c'est créer des programmations qui sont individualisées dans le meilleur des mondes, qui sont pertinentes, qui sont efficaces pour que l'on puisse arriver à ce point B. C'est d'ailleurs pourquoi quand je fais mes programmes, quand je ne peux pas individualiser le tout, eh bien
je le fais avec des thématiques bien précises. Et c'est pourquoi vous avez ma catégorie hybride, des programmes avec des thèmes bien précis, etc. D'autres programmes en dehors de la catégorie hybride, comme le off-season football, comme le summer shred, etc., etc., avec des thématiques bien précises. Et je vous invite toujours à individualiser le tout. Il y a des pages de théorie, etc. Et ce podcast, eh bien, il va vous permettre d'alimenter encore plus ce facteur adaptation. Et quand on parle de programmation, eh bien, j'ai l'impression que on s'attarde beaucoup sur des variables qui n'ont pas beaucoup d'importance. On s'attarde beaucoup sur le tempo, enfin, pas beaucoup d'importance, je dois reformuler tout ça, parce que ces variables ont de l'importance, mais ne sont pas la plus importante ou les plus importantes. On s'attarde beaucoup sur des méthodes de travail. Est-ce que tu utilises la méthode bulgare, la méthode russe, la méthode tchétchène, la méthode américaine, etc., sur des types de périodisation déjà préfaites, etc., des trucs qui paraissent pertinents en surface, mais qui ne le sont pas. Après, il y a d'autres variables qui sont pertinentes, comme le tempo, la fréquence, éventuellement le split d'entraînement que l'on va utiliser. Ce sont des variables qui sont très importantes, mais ça ne représente pas l'élément ou la variable la plus importante qui va déterminer si vous allez vraiment réussir à aller du point A au point B, si vous allez réussir à atteindre vos objectifs, et ceci de la meilleure des façons. Parce qu'encore une fois, de la meilleure des façons, d'après la définition qui est Swistal, c'est en alliant santé, performance et l'objectif souhaité, ok, l'esthétique, etc. Donc, on veut aller tout ça. Si tu y arrives et puis tu as sacrifié ta santé, selon moi, on n'a pas réussi notre objectif. Et c'est malheureusement ce que beaucoup proposent dans l'industrie. Et c'est pourquoi mon discours résonne de manière différente, j'imagine. C'est parce que on ne veut rien sacrifier. On ne veut surtout pas sacrifier l'aspect santé. Et selon moi, la variable la plus importante, eh bien, c'est simplement la sélection d'exercices. Alors, ça paraît simple comme ça, quand je dis simplement la sélection d'exercices. Bah oui, tu dois choisir les bons exercices. Le problème qu'on a dans l'industrie, c'est que on a créé certaines connotations avec certains exercices. Et il y a beaucoup de débats là-dessus. Beaucoup de personnes dans l'industrie qui débattent sur quel est le meilleur exercice. Et j'ai toujours trouvé ça très drôle de voir ces débats parce que ils sont tout le temps inutiles. Et quand je dis tout le temps, ils sont tout le temps inutiles. Parce que le meilleur exercice en isolation, ça ne veut absolument rien dire selon ma définition des choses. Le meilleur exercice va dépendre du contexte avant tout. Et c'est ce qu'il faut comprendre à travers cette notion de sélection d'exercices. Et pour vous expliquer pourquoi c'est la variante la plus importante, eh bien, je vais l'expliquer à travers trois avenues ou trois catégories majeures. La première étant la sécurité. Qu'est-ce qu'un exercice fondamentalement? Un exercice, eh bien, c'est un filtre qu'on utilise pour cibler des tissus bien précis. Et on a tendance à oublier cette définition de l'exercice. Aujourd'hui, on voit l'exercice comme une finalité. Ouais, il faut être bon à l'exercice. Il faut bien faire l'exercice. Alors attention, on doit bien exécuter l'exercice, mais dans quel but? Dans le but de stimuler les groupes musculaires qui sont ciblés par l'exercice pour ensuite pouvoir en bénéficier, que ce soit en gain de force ou en gain simplement de croissance musculaire. Et on oublie ça. On se marie simplement à l'exercice. Mais au final, c'est juste un filtre qu'on utilise pour cibler et stimuler des groupes musculaires bien précis. Et donc, d'un point de vue sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque exercice vient avec des configurations bien précises. Quand tu fais un squat, un back squat, eh bien, tu veux utiliser certaines amplitudes de mouvement, certains positionnements de la barre, pareil pour un deadlift, pareil pour un développé couché, pareil pour des tractions, etc. Et donc, ça demande à notre corps d'avoir un positionnement bien précis dans l'espace. Et si on n'a pas la capacité, dans un premier temps, de se mettre dans ces positions requises par les exercices, eh bien malheureusement, on va créer des compensations qui vont affecter d'autres articulations et qui vont affecter l'articulation principale qui est censée travailler au sein de l'exercice. En d'autres mots, chaque exercice a des prérequis articulaires. Quand je vais faire des tractions, je dois avoir un certain niveau de flexion d'épaule. Quand je vais faire des chin-ups, je dois avoir un certain degré de rotation externe d'épaule. Pour les chin-ups, je crois en français on appelle ça comment traction en supination, on appelle ça en français. Donc les paumes qui nous regardent, bam. Ça demande un certain positionnement de l'articulation de l'épaule dans l'espace. Pour le squat, pareil, je dois avoir une certaine flexion de genou, flexion de hanche, dorsiflexion des chevilles, un certain contrôle au niveau de la colonne vertébrale. Et tout ça, eh bien, ça rend les mouvements complexes. Et si on n'a pas la capacité
d'un point de vue individuel, de mettre ne serait-ce qu'une de ces articulations incluses dans l'un de ces mouvements, dans la position requise par le mouvement, eh bien, on va créer des compensations. On va demander à d'autres articulations de faire le travail de cette dernière qu'elle n'arrive pas à faire, ok? Et en plus, on force cette articulation à aller à sa limite où là, pam, il va y avoir des conflits et éventuellement, ça va créer des douleurs qui peuvent traîner, qui peuvent devenir chroniques, etc., etc. Donc, c'est vraiment le truc à comprendre. Tu veux pas être marié à un exercice simplement parce qu'on t'a dit, ça c'est le meilleur exercice. Le meilleur exercice pour prendre du dos. Le meilleur exercice pour muscler tes quadriceps. Si tu n'arrives pas à te mettre dans la position de l'exercice, eh bien, ça va créer des douleurs, ça va créer des compensations à la longue. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais je mets ma main à couper qu'à la longue, ça va être problématique. La deuxième catégorie qui est importante ici est la catégorie de l'efficacité. La deuxième avenue qu'on prend ici, ce pourquoi, pour répondre à pourquoi c'est important d'avoir une bonne sélection d'exercices. Eh bien, comme je l'ai dit, un exercice c'est fait pour stimuler des groupes musculaires. Mais si tu n'arrives pas à te mettre dans la position demandée, eh bien, tu ne vas pas réussir à stimuler les groupes musculaires souhaités. Je te donne mon exemple de la rotation externe de l'épaule. Je suis très limité au niveau de la rotation externe de l'épaule gauche. Moi, je ne fais jamais de chin-ups, je ne fais jamais de traction en supination. Ça peut être le meilleur exercice pour prendre du dos, pour prendre des biceps, peu importe ce qu'on t'a dit. Eh bien, je ne vais jamais le faire. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à me mettre dans la position. Plus je descends, ok? Donc plus, pour ceux qui vont avoir le visuel ici, plus je monte mes épaules, en l'occurrence, si je mime l'effet de la traction, c'est plus je descends, plus je dois avoir cette rotation externe que je n'arrive pas à exprimer. Donc forcément, quand je vais tout en bas de la position, je dois compenser avec une autre articulation et je vais la sentir dans le coude. Donc si tu sens tes coudes lorsque tu fais tes tractions en supination, t'es pas en train d'étirer tes dorsaux. Ce que je devrais ressentir là, c'est un étirement au niveau des dorsaux lorsque je suis tout en bas. Si tu le sens dans le coude, eh bien tu sais que tu es en train de créer une compensation et que tu vas te faire mal. Du coup, en plus de la compensation, je suis juste pas en train de cibler le muscle que je suis censé cibler à travers l'exercice. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que un exercice ne te donne pas automatiquement les gains auxquels on l'a attribué. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça, c'est le meilleur exercice pour tes dorsaux, que tu vas forcément ressentir tes dorsaux. Si tu es limité d'un point de vue articulaire, tu ne vas pas ressentir tes dorsaux. Et ça, c'est très important de le comprendre. Maintenant, pour continuer sur cette avenue de l'efficacité, on doit comprendre qu'on doit contourner les différentes limitations qu'on a. Et dans ce contournement des limitations qu'on a, on doit créer un catalogue de différentes variations qui s'offrent à nous. Ok, certes, je peux pas faire mes chin-ups, mais est-ce que je peux utiliser une variante unilatérale où j'ai moins besoin d'exprimer la rotation externe de l'épaule et je place moins de torsion au niveau du coude, avec un tirage à la poulie en ajustant mon buste pour que ça ressemble, ça se rapproche de ce mouvement, de ce chemin que j'exprimerais si je venais à faire des tractions en supination, des chin-ups. C'est ça le processus de pensée. Et si tu as différentes variantes qui s'offrent à toi, eh bien tu crées un catalogue d'exercices qui, encore une fois, te permettent de cibler les mêmes tissus que tu ciblerais à travers l'exercice que tu ne peux pas exprimer. Et ça, c'est important vraiment de le garder en tête, surtout si tu es un professionnel du sport et de la santé. Tu dois dire, hey, moi, j'ai mis l'option qui s'offre à moi parce que je sais, mes dorsaux, avec cet angle de travail, je peux le travailler de cette façon-là, avec l'haltère, avec la poulie, avec l'élastique, etc., etc. J'ai compris que je devais penser à travers le tissu que je cherchais à cibler et non pas simplement à travers un exercice prédéfini parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur exercice. Très important de le garder en tête. Ce qui m'amène directement à la troisième catégorie, ou troisième avenue, sur pourquoi c'est la variable la plus importante à maîtriser, eh bien, c'est que ça nous permet de nous adapter. L'adaptation, c'est le mot-clé ici. Ça revient à ce que je disais auparavant sur l'efficacité. Hey, sur le moment même, je vois que je n'arrive pas à me mettre dans la position, bam, cet exercice, au final, il me correspond pas. Ok, mais comment je fais pour étirer mes dorsaux au maximum de ma capacité? Ah, je dois m'incliner. Je dois plutôt incliner mon buste au lieu de chercher à ramener mon épaule par là. Avec la version unilatérale, ça me permet d'avoir plus ou moins le même ciblage au niveau des tissus que je cherchais à stimuler. Parfait.
Si mon client, je vois qu'il y a une machine qui est prise, je peux m'adapter et passer sur une autre machine, une autre variante, avec un autre outil éventuellement. Et lorsque tu comprends ça, eh bien, tu comprends que c'est ça le plus important. Peu importe tes objectifs, que ce soit performance, que l'on parle d'objectifs esthétiques, tu dois trouver des exercices que tu arrives à exprimer. Okay, des mouvements que tu arrives à exprimer. Tu dois être capable de te mettre dans la position pour pouvoir bénéficier de ces exercices-là. Et ça, je pense que vraiment, c'est la variable la plus négligée, c'est la variable la plus sous-cotée et c'est celle qui mène au plus de blessures possibles. Littéralement, que ce soit dans le monde du bodybuilding, du crossfit, du powerlifting, etc. Pas tout le monde a la capacité de faire un back squat jusqu'à tout en bas et de descendre de la meilleure des façons. Et c'est là où des fois on se marie justement à ces normes qui peuvent être dangereuses. Et si tu pratiques ça, eh bien je t'invite à ajuster ça tout de suite. Si tu te dis, je dois absolument descendre tout en bas, et ça m'arrive avec plein de personnes qui sont venues me voir durant des évaluations, je dois absolument descendre tout en bas lorsque je fais mon back squat. Mais malheureusement, tu n'as pas ce qui est requis pour descendre tout en bas de la meilleure des façons. Donc certes, tu vas descendre. Ton corps, il va descendre. La question, c'est comment il va descendre. Eh bien, il va descendre en sollicitant les mauvais trucs. Et c'est pourquoi, bam, tu te fais mal au dos, tu te fais mal au genou, tu te fais mal à la hanche. Parce que tu te forces à aller dans une position qui ne t'est pas adaptée. Parce que tu as des limitations articulaires qui ne te permettent pas de le faire. Donc, très important de le garder en tête. Du coup, il faut trouver des ajustements. Aussi, j'ai oublié de le mentionner auparavant. C'est-à-dire, je connais mes limitations, donc je peux m'adapter. Je sais comment éventuellement exprimer cet exercice avec un petit ajustement. L'exemple classique que je peux te donner ici, c'est un squat. Un back squat, t'arrives pas à descendre tout en bas parce que tu es limité au niveau de la dorsiflexion de ta cheville, la flexion de ta cheville. Ok, ben, je vais augmenter tout simplement, je vais surélever mes talons, ce qui va me permettre de changer légèrement les mécaniques du squat. Certes, je vais pas forcément stimuler mes tissus exactement de la même façon que si je pouvais garder mes talons au sol. Éventuellement, j'aurai un recrutement au niveau de mes quadriceps qui sera plus conséquent que sur ma chaîne postérieure. Mais hey, c'est ce qui est requis pour que tu puisses faire un squat profond sans te blesser et continuer à faire des gains. Donc, il faut connaître encore une fois ces techniques d'adaptation. Et c'est marrant parce que j'entends beaucoup de jeunes entraîneurs qui veulent forcer les gens à faire ces exercices qui pensent être obligatoires. Le fameux Big Three. Tu dois faire des squats, des back squats, tu dois faire des deadlifts avec la barre, tu dois faire du développé couché. Et moi, selon mon expérience, après avoir travaillé avec des centaines de clients, pas tout le monde, je dirais qu'il y a une minorité de personnes qui peuvent tout faire, qui peuvent vraiment utiliser la barre droite dans ces exercices conventionnels. Alors, je vais donner quelques astuces ici que tu peux utiliser. Pour moi, c'est bateau, ça paraît évident, mais malheureusement, je vois que ça ne l'est pas dans ma pratique au quotidien. Je vois des formes qui sont désastreuses. Et ces formes qui sont désastreuses, elles ne sont pas coachables dans la plupart des cas. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que tu peux voir un squat qui est très mal exécuté. Tu te dis, putain, il a arrondi tout en bas, il y a un bot wing, etc. Je vais le coacher, je vais donner les meilleurs indices du monde, je vais venir, je vais le positionner dans l'espace et le squat va toujours être le même. Et la question c'est pourquoi il est toujours le même? C'est parce que le client est limité. Le client, si tu es un coach, si toi tu le fais et tu te forces, tu t'entêtes à vouloir te mettre dans la position, t'es limité. Tu as vu toutes les vidéos YouTube du monde, tu as pris tous les indices du monde, tu as dit oui tu ressembles à ça mais tu dois mieux inspirer, tu dois mieux gainer. Si ton articulation ne peut pas y aller, tu peux avoir toute la technique du monde, tu peux avoir le meilleur coach technique du monde, tu ne pourras pas te mettre dans la position. Et c'est vraiment un élément à retenir. Et si tu es un professionnel du sport et de la santé, eh bien comment tu fais pour savoir si ton client, il peut se mettre dans la position ou pas? Alors, il y a un screening de mouvement qui doit avoir lieu, ça c'est sûr, on doit voir le client exécuter le mouvement avec la régression la plus appropriée, mais il y a avant toute chose des évaluations qui doivent être faites au préalable. Des évaluations articulaires, je prêche ça, je le répète à chaque fois parce que c'est la base de tout en fait. C'est la base de tout. Tu dois savoir si le client est limité au niveau de l'articulation qui va être inclus dans la pratique demandée, dans le mouvement demandé, dans l'exercice demandé. Si tu ne sais pas ça, tu essaies de deviner en fait. Tu essaies de deviner. Et si tu essaies de deviner malheureusement, eh bien, tu vas deviner faux plein de fois.
Et ça va coûter ta crédibilité, ça va coûter ta carrière, etc. Toujours passer par des évaluations, c'est un vrai game changer. Je le dis encore une fois, il n'y a personne qui travaille avec moi à ce jour qui ne passe pas par des évaluations. D'une façon ou d'une autre, on passe par des évaluations. Parce que c'est ça, c'est la base en fait, c'est la base de ma programmation. Comment je sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas l'occasion d'avoir des évaluations, d'avoir un professionnel compétent à tes côtés qui va te dire, ok, adapte ta programmation comme ça, au lieu de faire un back squat jusqu'à tout en bas avec la barre sur ton dos, eh bien, tu vas faire un demi-squat. C'est ok de faire un demi-squat. Si tes hanches, tes genoux ne te permettent que de faire un demi-squat, eh bien, tu vas faire des demi-squats. C'est très bien. Si tu n'arrives pas à placer la barre sur ton dos, parce que tes épaules sont limitées, eh bien, tu vas utiliser une position gobelet. La position gobelet, c'est quand on tient l'haltère devant et on va faire des squats. Et là, éventuellement, on se rend compte que c'était les épaules qui étaient limitées. Du coup, en position gobelet, j'arrive à descendre tout en bas. Ah, c'est parfait. En fait, c'était les épaules qui limitaient mon back squat. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en considération. Si tu n'arrives pas à faire un deadlift avec la barre droite parce que ça te fait mal au dos, tu as une sensibilité au niveau du dos, pas de problème. On va essayer avec la trap bar éventuellement. La trap bar aussi, ça fait mal. Ok, dans la plupart des cas, ça va réduire de manière conséquente les problématiques au niveau du dos. On va essayer avec des haltères, en ajustant un peu plus devant, sur le côté. Ok, parfait, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on switch. Le deadlift, c'est quoi? C'est un mouvement de levier de hanche, ce qu'on appelle en anglais un hip hinge. Ok, cool. On va faire un autre hip hinge, mais qui va mettre moins de tension au niveau de la colonne vertébrale en attendant que l'on puisse augmenter la tolérance de la colonne vertébrale à ses charges. On va faire un hip thrust. Tu vois, il y a toujours des solutions qui s'offrent à toi. T'as mal à l'épaule quand tu fais un développé couché jusqu'à tout en bas. Ok, on essaie de réduire l'amplitude de mouvement avec un board press par exemple. Ça fait mal encore. Ok, la barre, ça ne correspond pas. On va utiliser des haltères. On va utiliser une autre inclinaison de banc. On va utiliser éventuellement une variante au poids du corps. On va faire des pompes. Tu vois, c'est ça en fait, créer une bonne programmation. Parce que c'est ce qui va te permettre de ressentir les trucs que tu dois ressentir. Pour le développé couché, les haltères avec différentes positions au niveau de l'articulation de l'épaule, ça va grandement t'aider. Tu dois manipuler ça. Pour tous ceux qui font mon programme, vous savez exactement de quoi on parle. Quand je parle de différents positionnements, pour ceux qui font mon mentorship, les coachs, etc., il y aura également une formation master sur l'épaule pour vous aider justement à ajuster tout ça. Mais vous pouvez continuer à faire des gains. Quand les gens viennent me voir, ils disent, ouais, je peux pas faire d'exercice de poussée. Ah ouais? Attends, on va voir. On analyse ton épaule à travers les évaluations. Et là, ok, je sais, cool. Je regarde. Je vois qu'en fait, t'es limité que dans cet angle-là. C'est normal, là, avec la barre, ça marche pas. Cette inclinaison, ça marche pas. Mais cette inclinaison et ce positionnement, est-ce que ça fonctionne? Ah, tout d'un coup, on arrive à refaire du développé couché et t'as plus mal à l'épaule. Et en parallèle, on va travailler sur les tissus qui sont problématiques. Pareil pour la hanche, pareil pour le genou, etc., etc. C'est toujours le même processus de pensée. Et c'est important de vraiment le comprendre. Maintenant, par toi-même, comment tu vas déterminer si l'exercice est bon pour toi ou pas? Et des fois, ça me rend fou de dire ça parce que ça paraît bateau, mais on oublie de s'écouter. Mais il faut avant tout s'écouter. Est-ce que lorsque tu fais l'exercice, tu ressens une gêne ou une douleur? Et là, il y en a qui vont dire oui, mais je le fais quand même. Mais arrête de faire l'exercice. Si l'exercice te fait mal, arrête de faire l'exercice. Et il y en a qui vont dire, c'est mon débat avec beaucoup de kinés, c'est une école de pensée totalement différente de la mienne. Oui, mais s'il tolère 1 à 3, ça va. Mais qui te dit que 1 à 3 c'est correctement évalué? C'est-à-dire que quoi? En fait, il a dit 1 à 3, mais en fait, c'est un 4. En fait, c'est un 5. On fait quoi maintenant? Ça aggrave la situation, ça ne permet pas d'augmenter la tolérance de ces tissus. Pour moi, c'est pas une école de pensée. Encore une fois, pour ceux qui font mon programme mentorship, Shameless Plug, durant le séminaire, etc., on parle de tout ça. On sait exactement quoi faire. Change d'exercice. Pourquoi forcer à faire cet exercice s'il fait mal? Alors qu'il y a 1001 autres variantes qui s'offrent à nous. Peut-être pas 1001 autres, mais c'est important. Il faut connaître ces variantes. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Carrément, c'est un coup de gueule que je fais en live ici. Mais est-ce que tu ressens des gènes, des douleurs? Si oui, on trouve une autre variante d'exercice. On pense au tissu qu'on veut cibler. Et à partir de là, on adapte l'exercice par rapport à ça. Très important pour savoir si un exercice te correspond ou pas. Tu l'as compris, tu arrives à te mettre dans la position, oui ou non, cela va de soi, maintenant tu l'as compris. Mais est-ce que le ressenti musculaire correspond à ce pourquoi tu as sélectionné l'exercice? Si on te dit que c'est le meilleur exercice pour les triceps, mais que tu arrives à te mettre dans la position, mais tu ne ressens pas bien tes triceps, eh bien, tada,
ce n'est pas le meilleur exercice pour tes triceps. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il y en a qui sont en tête à faire l'exercice et qui se tuent. Ouais, mais je ressens pas dans les triceps. Ok, on fait un autre. Et si t'es un coach, encore une fois, du free game que je passe ici, c'est une question que je pose à tous mes clients. Tu ressens où? Est-ce que tu ressens là? Si mon client dit un truc qui a rien à voir avec l'exercice, pas de gêne, pas de douleur, l'exécution d'un point de vue externe a l'air parfaite, mais qu'il me dit, ouais, mais je le ressens là. Alors ça n'a rien à voir avec l'exercice, on change d'exercice. L'exercice ne te correspond pas. Je peux essayer de le coacher. Ok, si je vois que mes feedbacks n'ont rien corrigé à la situation, eh bien, hey, on change d'exercice. C'est aussi simple que ça. Et ça paraît bête quand je le dis, mais malheureusement, il y en a qui ne le font pas. Maintenant, tu as compris, tu as des exercices où tu arrives à te mettre dans la position, tu ressens les muscles sauter, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'exercice est bon. Et là, ça amène une autre question. Comment savoir si un exercice est bon, si c'est un bon exercice? Et selon moi, on doit le voir à travers bon exercice à inclure dans ta programmation, pour être plus précis. On doit le voir à travers trois lentilles. Dans un premier temps, est-ce que, on doit répondre à ces questions, est-ce que j'arrive à utiliser le principe de surcharge progressive sur cet exercice ou avec cet exercice? Si la réponse est non, selon moi, on va pas le mettre dans la catégorie des bons exercices. Et c'est souvent mon coup de gueule avec le monde de la réhab, le monde de la réathlée, où on donne beaucoup d'exercices de réhab, mais qui ne respectent pas le principe de la surcharge progressive. C'est-à-dire que tu ne respectes pas le principe clé de l'adaptation physiologique qui va augmenter la tolérance de nos tissus et les rendre meilleurs. Je pense par exemple au dead bug pour les réhab du dos, etc. Des exercices bateaux où tu fais toujours avec le même élastique. Non mais tu dois progresser. De la même façon que tu dois progresser ton squat quand tu fais un squat à 80 kilos, tu veux passer à 85, 88, 90, 92. Bah c'est ça. Tu vas rendre tes tissus plus forts. Et le seul moyen de le faire, c'est d'appliquer ce principe de surcharge progressive. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est la règle de base. Si tu ne peux pas appliquer le principe de surcharge progressive avec l'exercice sélectionné, c'est que il coche pas toutes les cases. Maintenant, deuxième chose à laquelle penser. Est-ce que l'exercice offre des progressions et des régressions d'un point de vue positionnement? L'exemple classique, c'est les pompes. La pompe, tu as l'exercice de base où tu pars sur tes orteils. Ok, tu le fais, tu montes, tu descends. Très bien. Après, on connaît tous la régression où on se met sur les genoux. On se met sur les genoux. T'arrives, bam, t'arrives pas encore. Comment on fait? On régresse encore. Ok, on se met sur une box et on varie l'inclinaison. Donc, pompe inclinée. Et ça, c'est un conseil, encore une fois, que j'ai donné à beaucoup de collègues coachs ici qui vont écouter ça. Tu devrais avoir plusieurs régressions et progressions pour tous les exercices que tu vas utiliser. Et vraiment, ça, c'est très important parce qu'on doit pouvoir s'adapter à la personne constamment. Donc, est-ce que l'exercice offre des progressions et des régressions? Oui, bam, ça coche une case en plus. Et finalement, est-ce qu'il est accessible d'un point de vue logistique? Il y a de très bons exercices qui sont extraordinaires, mais qui malheureusement, d'un point de vue logistique, eh ben, c'est soit difficile à mettre en place, tu dois mettre plein de bandes élastiques, tu dois faire plein de trucs, ou alors, on parle de machines qui sont extrêmement rares. Je pense à un belt squat, par exemple, très bon exercice, mais hey, on n'a pas accès à ça. Donc, difficile à mettre dans ta programmation, difficile à répercuter ses gains avec un grand nombre de personnes. Si tu as accès à ces outils, très bien. Mais je regarde toujours le tout à travers cet aspect logistique-là. Pour même créer une bonne programmation, il faut que ce soit logistique au sein de la séance et de l'enchaînement de la séance. Si je fais un superset, il faut que ça fasse sens. Il faut que je me dise, tu vois, c'est facile à mettre en place. Et dans tous mes programmes, je pense à ça. Je pourrais faire des supersets qui seraient techniquement meilleurs. Mais, malheureusement, je sais qu'ils ne seraient logistiquement pas applicables. Parce que une machine se trouve à l'étage du haut, l'autre machine se trouve en bas, ou alors ils sont à des endroits opposés. Si tu travailles dans un petit studio de coaching, comme moi, dans mon studio de coaching, tout est là, c'est facile, mais tu es dans une salle commerciale, tu dois penser à ça, tu dois penser à ta capacité d'ajuster ta logistique. Et si ça coche toutes les cases, eh bien selon moi, c'est un très bon exercice que tu peux inclure dans ta programmation sans aucun problème. Maintenant, conclusion de cette partie-là, n'aie pas peur d'adapter
l'exercice à ton corps et ne cherche pas à t'adapter à l'exercice. Et ça, vraiment, c'est le mot-clé et j'espère que ça va rentrer dans la tête des gens. Ce qui me permet de rebondir directement avec un sujet que j'ai abordé récemment sur Instagram, la différence entre les asymétries musculaires et les asymétries articulaires. Souvent, lorsqu'on pense aux asymétries, on pense parfois, à juste titre, à une différence de taille musculaire entre un côté et son opposé. Un biceps plus gros que l'autre, des quadriceps plus gros d'un côté que de l'autre. Et, effectivement, parfois, ça peut être causé simplement par un manque de capacité à recruter musculairement d'un point de vue superficiel ces tissus, parce que t'es pas bien concentré, parce que tu as une activité peut-être qui fait en sorte que tu sollicites plus un côté que de l'autre. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut utiliser les techniques qui sont souvent recommandées. On va commencer par le côté plus faible, il y en a qui vont recommander l'inverse, ou on va rajouter des séries d'un côté plutôt que de l'autre. On aura l'occasion de parler de ça, j'ai déjà abordé ça dans des anciennes vidéos YouTube, ce que moi je préconise. Mais ce que je cherche à mettre en avant ici, c'est que souvent, ces asymétries d'un point de vue superficiel qui sont visibles, eh bien, elles ont une cause plus profonde. Et ces causes sont les asymétries articulaires. Si, je reprends l'exemple de cette rotation externe de l'épaule, mon épaule gauche est limitée d'un point de vue rotation externe, mais mon épaule droite n'est pas limitée d'un point de vue rotation externe. Et moi, je fais des chin-ups tout le temps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis en bas de la position de chin-ups, donc les tractions supination, mon côté droit, pas de problème, je peux me mettre dans la position, eh bien j'étire mes dorsaux. Ce qui veut dire que le tirage va être initié directement par les dorsaux, ils vont être stimulés directement. De mon côté gauche, compensation lors du premier tirage, ce qui fait que mes dorsaux ne travaillent même pas, jusqu'à arriver à un moment donné au milieu de l'amplitude de mouvement et un peu en haut. Mais dans la partie qui va créer la plus grande stimulation hypertrophique, eh bien je vais rien ressentir. Ce qui va faire que je vais développer mon côté droit plus que mon côté gauche. Et là, tu peux me faire tous les exercices de correction que tu veux. Si je continue à intégrer ces chin-ups dans ma programmation, à cause d'une asymétrie articulaire, je vais avoir un côté qui va être différent de l'autre. Je pense également à un exemple pour continuer sur cette rotation externe de l'épaule. Eh bien, je vais avoir justement un mouvement de presse. Imaginons un développé militaire. Mon épaule droite, j'arrive à faire un beau développé militaire, on sait tout droit. L'épaule gauche, eh bien, j'arrive pas, mais je me force. Du coup, pour me mettre dans la position, j'ai d'autres muscles qui vont travailler. Alors que, de mon côté droit, on parle des deltoïdes antérieurs qui vont faire tout le travail. Donc forcément, mes deltoïdes antérieurs vont avoir une certaine forme, vont se développer d'une certaine façon, et les deltoïdes antérieurs du côté gauche vont se développer différemment parce qu'ils vont être stimulés différemment. On comprend ici qu'on doit vraiment s'attarder sur ces asymétries articulaires. Et c'est marrant parce que j'ai eu des commentaires lors du post que j'ai fait quand je parlais de hip shift, où je parlais justement de ce bassin qui se déplace sur le côté. Eh bien, certains ont dit ouais, mais il suffit de corriger simplement ces asymétries à travers du travail d'isolation, du travail unilatéral. Et on a eu un commentaire qui était très intéressant, quelqu'un qui disait: j'ai fait du travail unilatéral pendant des mois et j'ai pas vu, je comprenais pas pourquoi ça corrigeait pas cette asymétrie. Et là, tu viens de me donner la solution. Parce qu'effectivement, je parlais d'un manque de rotation interne d'un côté par rapport à l'autre. Forcément, ton squat va avoir une certaine forme. Ton corps, tes articulations vont dicter ce à quoi ton mouvement va ressembler. Et c'est pourquoi elles représentent un focus majeur dans notre programmation. C'est pourquoi elles doivent être évaluées au préalable pour que l'on puisse avoir les résultats souhaités, ne pas créer de compensation, ne pas créer de douleur et ne pas créer d'asymétrie musculaire. On voit à quel point tout est connecté, tout a une base, tout a la même base. Donc les amis, j'espère que vous avez compris tout ça et que vous maîtrisez le tout. Nous sommes au dernier sujet du jour. J'aimerais parler des circuits training. Je pense que je n'ai pas assez mis l'accent sur le fait que les circuits training, c'est surcoté. Je comprends l'aspect communautaire où c'est très bien, on s'amuse entre potes, on transpire 20 secondes, 40 secondes à fond, 20 secondes on respire, etc. On fait plusieurs stations. Déjà d'un point de vue professionnel, je trouve que faire que ça, c'est chiant, c'est compliqué. T'es un coach qui fait que des circuits training. Tu vas te prendre la tête, mon gars. C'est-à-dire que tu dois inventer des nouveaux exercices pour pas que ce soit redondant pour tes clients, parce que t'as pas envie qu'ils se disent qu'ils s'ennuient vu qu'ils ne sont que là pour cette stimulation du nouveau. C'est pas super d'un point de vue programmation. Et surtout,
ça ne va pas apporter les résultats souhaités. Si t'es quelqu'un qui aime faire du circuit training, très bien, fais-le. Mais sache que au bout d'un moment, tu vas stagner. T'auras perdu les premiers kilos, ça va être bien, t'es content, t'es un peu plus en forme, très bien. Mais tu ne vas pas pouvoir aller au-dessus de ces premiers gains. Pourquoi? Parce que la stimulation va toujours être la même. Et pourquoi? Parce que ça ne respecte pas ce que j'ai mentionné auparavant. Comment savoir si c'est un bon exercice? Est-ce que tu peux le progresser? Est-ce que tu peux rajouter plus d'intensité? Dans la plupart des circuits training que tu vas retrouver, tu vas pas pouvoir rajouter plus d'intensité parce que tout est fait sur le go, 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 on y va, go, 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 go. Et si tu rajoutes plus d'intensité, eh bien, tu dois avoir moins de go, 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 go. Tu dois avoir un certain temps pour respirer, recharger tes batteries pour refournir la même intensité qui va être plus élevée. Du coup, le contexte, la configuration ne nous permet pas d'appliquer dans la plupart des cas cette surcharge progressive. Les exercices en eux-mêmes, souvent sélectionnés dans les circuits training, ne te permettent pas d'appliquer cette surcharge progressive. Encore une fois, compliqué. Beaucoup d'exercices n'offrent pas les bonnes régressions, les progressions qui sont adaptées à ton cas éventuellement. À la plupart des cas. Donc, selon moi, si tu aimes les circuits training, c'est très bien. Intègre-les. Une fois, 2 fois dans la semaine. Mais tu dois absolument avoir une programmation sur le côté qui sélectionne des exercices qui te sont appropriés, que tu peux adapter bien entendu. Comme je te l'ai dit, c'est demandé dans ton programme, dans un programme de faire un back squat et que tu peux pas, mais tu utilises une variante qui est un peu plus ce que j'appelle joint friendly. Donc un goblet squat où tu vas descendre tout en bas, tu vas stimuler justement tes muscles légèrement différemment, mais c'est ce qui va se rapprocher le plus de ce qui est demandé par le programme. Et tu vas pouvoir progresser le tout en respectant toutes les variables qui sont importantes à ce que l'exécution soit bien faite et que tu puisses vraiment faire des gains sur la durée. C'est très 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 important. Je pense que ce message n'est pas assez propagé. Et si tu es éventuellement un coach, je vais donner un free tip ici. Tu es un coach qui aime faire des circuits training. Eh bien, pourquoi pas ne pas garder cette variété dans une partie du programme. C'est-à-dire, on va se dire, j'ai 1 heure de séance. 10 minutes d'échauffement / préparation. Ok, j'ai 20 minutes où je vais faire une vraie programmation structurée en respectant toutes les variables qui doivent être respectées, que je vais pouvoir progresser, l'exercice, etc. Blablabla. Comme ça, on va pouvoir avoir des vrais gains de force, des vrais gains musculaires. Et à la fin, les 20 dernières minutes, c'est du circuit training. Mais là, tu as créé une bonne programmation. Là, c'est du free game que je donne à tous ceux qui font que du circuit training, qui ont construit leur business autour de ça. Vous n'allez jamais... C'est pour ça que les gens arrêtent au bout d'un moment. J'ai tout fait, c'est bon, t'as fait tous les exercices, t'as amusé, t'as créé un peu ta communauté. Au bout d'un moment, hey, ça me saoule. Ouais, au bout d'un moment, je me suis fait mal, etc. Donc, très important de maîtriser ça. C'est un vrai game changer. Du coup, ça m'amène à parler de l'Aerox. Quand t'as compris qu'il y a toutes ces questions qu'on doit se poser, à savoir est-ce que l'exercice, je peux l'améliorer, je peux le surcharger, etc. Eh bien, je pense que l'Aerox, bien que ce soit très bien, c'est le cousin du CrossFit qui fait du bien aux CrossFitters, où on se fait moins mal, etc. Et j'ai vu cette émergence, ça se dit, je sais pas si ça se dit ce terme en français, ce nouveau concept qui a émergé, qui a fait succès, qui a fait fureur. Et j'ai vu plein de coachs changer et devenir des coachs Aerox. Et c'est la nouvelle mode. Devenir un coach Aerox, etc. Tout le monde fait de l'Aerox, c'est très cool. On a vu ça maintes et maintes fois avec les Spartan Race, avec comment ça s'appelle, le CrossFit, etc. Chaque 10 ans, il y a une nouvelle mode qui fait surface. Et encore une fois, avec l'Aerox, eh bien, ça n'a pas duré. Mais ce que je trouve dommage, en fait, c'est que, vu qu'on a des règles qui sont bien prédéfinies, avec des exercices qui sont prédéfinis, avec des poids qui sont prédéfinis, etc., eh bien, ce que je vois, c'est que beaucoup de mes collègues qui se sont focalisés sur ce monde de l'Aerox, ça devient très vite redondant. On l'a compris, je voyais cette mode où on disait on va donner des astuces pour gagner un peu de temps. Parce qu'au final, c'est ça, tu veux le faire le plus rapidement possible. Tu vas gagner un peu de temps sur les exercices de force. Je m'attardais que sur les exercices de force. Ok, au bout d'un moment, on a tout vu. Tu veux t'améliorer aux fentes marché avec le sandbag, fais des fentes plus lourdes. Duh. Tu veux t'améliorer au wall ball, fais des squats plus lourds et fais des presses militaires plus lourdes. Duh. Tu vois, cela va de soi. Ok? Et au bout d'un moment, tu es limité dans ta progression. Parce que, encore une fois, les exercices en eux-mêmes de la modalité Aerox ne permettent pas de cocher toutes les cases que j'ai mentionnées auparavant. Et ce qu'on remarque au final, c'est que peu importe la modalité qui fait surface, et j'ai déjà abordé dans des sujets où on a parlé de l'Aerox, eh bien, on en revient toujours aux bases. On en revient toujours aux bases de vouloir revenir sur des exercices qui
coches toutes les cases. Même pour devenir meilleur à l'aérox, eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois choisir les exercices que j'ai mentionnés auparavant qui ont des progressions, régressions, qui peuvent appliquer la surcharge progressive et qui peuvent être utilisés d'un point de vue logistique. On en revient toujours aux bases. Donc au final, ce que je cherche à dire, c'est que si tu t'enfermes sur cette idée de dire moi je suis le coach Aerox, etc., c'est un branding qui est voué à disparaître. Alors certes, tu vas surfer dessus pendant un moment, etc., c'est bien, beaucoup de succès à ceux qui vont le faire, mais au final, si tu es un préparateur physique, tu peux analyser les demandes de n'importe quel sport et comprendre qu'on va toujours s'en tenir aux bases. Et à travers ces bases d'exercice, eh bien, on va chercher à s'améliorer en respectant les principes que j'ai mentionnés tout au long de ce podcast. Et c'est ça. Ça sert à rien de réinventer la roue. Ça sert à rien de chercher la petite bête, le nouveau truc. Il n'y a pas de nouveau truc. Ça n'existe pas. C'est les bases bien exécutées. Peu importe le sport que tu fais, en appliquant les principes de manière bien exécutée. En choisissant des exercices qui sont appropriés, estimés au préalable par des évaluations, par des professionnels compétents. Et c'est comme ça que tu vas faire des gains. Et tu vas faire ces gains non-stop, toute l'année, sur les prochaines années. J'espère que le message a été passé ici. C'est un message, encore une fois, bienveillant, qui n'attaque pas, mais qui cherche à apporter un peu de lumière, parce que il y a des zones d'ombre encore qui sont mal exploitées. Donc les amis, j'espère que ça aura pu vous servir. Profitez de l'offre du moment. C'est le mois de la hanche, Master Hanche, moins 200 francs suisses. Donc plus de 200 € d'offre de rabais sur la formation. Le programme Hanche Bulletproof également à moins 50%. Il y a un bundle également qui rejoint les deux. Les liens sont dans la description. Profitez-en. L'offre est limitée. Nous, on se voit, / parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.